c'est un grand plaisir pour moi de vous parler de nos recherches récentes sur les oscillations naturelles du climat. La suivante, François. Donc, quand on va pour faire des recherches dans l'Arctique canadien, on doit partir, c'est quand même une expédition, et ce sont des déplacements qui sont assez dispendieux. Donc, on va d'emblée remercier les agences de financement parce qu'on doit partir d'Ottawa jusqu'à Resolute Bay avec un vol commercial dont les billets sont assez dispendieux. Et puis, une fois qu'on est à la Resolute Bay, vous voyez qu'on peut monter jusqu'au site d'études, le petit tiret en pointillé, avec des avions qui sont nolisés. C'est des Twin Otter que vous voyez là, et qui nous permettent de transporter à peu près 1 tonne de matériel jusque-là. Et pour faire cela, on a besoin du soutien du PCSP, donc du programme du plateau continental polaire, qu'on désire ardemment remercier pour leur soutien. C'est vraiment des gens qui font énormément de très bon travail pour permettre aux chercheurs de faire de la recherche dans des milieux parfois très exotiques et parfois très difficiles d'accès, mais il y a toujours une solution. La suivante, François. Évidemment, pourquoi s'intéresser au climat, aux variations ou aux oscillations du climat du passé? Parce que, en fait, les modèles climatiques du climat actuel sont validés ou calibrés sur des périodes de données instrumentales qui sont parfois assez courtes, et aussi leur répartition géographique des données climatiques, elle est fort aléatoire. Il y a des très bonnes régions, comme par exemple en Europe, en Amérique du Nord, où c'est bien couvert, mais il y en a d'autres qui ne sont pas bien couvertes du tout. Ensuite, on a besoin d'un contexte à long terme pour pouvoir évaluer dans quelle mesure les changements récents et les futurs changements potentiels sont normaux ou inhabituels. Et enfin, ces recherches permettent aussi de fournir des conditions limites pour les modèles de prédiction climatique, comme par exemple l'endroit, la taille de calotte glaciaire, l'étendue du couvert forestier, etc. Donc, la suivante, François, si on va voir pourquoi, pour vous donner une idée des données instrumentales disponibles, c'est 1750 en Europe, mais vous voyez que dans l'Arctique canadien, c'est 1950, et dans l'Arctique canadien, il n'y a que 3 stations météo qui opèrent depuis 1950, et elles sont toutes situées au niveau de la mer, ce qui est encore un handicap. Alors, la suivante, François, s'il te plaît. Quelles sont les différentes archives naturelles du climat de résolution naturelle, de résolution annuelle? On s'intéresse à ces résolutions annuelles parce que c'est beaucoup plus facile pour comparer avec les données de modélisation. Les archives naturelles les plus fréquentes, c'est les cernes des arbres et puis les carottes de glace que vous voyez de gauche à droite ici. Ensuite, on a les spéléothèmes, donc les archives de stalagmites et stalactites. Il y a les coraux ensuite. Vous avez une radiographie d'un corail ici. Et notre spécialité, c'est les sédiments annuellement laminés. Vous avez tout d'abord un sédiment lacustre et à droite, vous avez aussi des sédiments laminés, donc des varves dans les environnements marins. La suivante, François. Alors, est-ce que ça fonctionne, ces reconstructions de température? Oui. Ici, vous avez un exemple déjà du rapport du GIEC de 2007, qui est une reconstitution des températures de l'hémisphère nord à partir de cernes d'arbres et de calottes de glace. Vous voyez la courbe en noir à droite et la partie qui est mesurée par les instruments, donc par la série des données de réanalyse climatique, de données climatiques. Et vous voyez qu'il y a quand même une bonne correspondance entre ce qui est reconstitué par les archives naturelles et les données climatiques. Mais vous voyez aussi qu'il y a une certaine différence entre les différentes reconstructions, et donc il y a encore du travail pour améliorer ces reconstructions. Alors, les sédiments varvés qu'on analyse, ils correspondent à quoi? Dans l'Arctique canadien, vous avez une couche d'été qui est le résultat de la fonte de la neige qui se trouve dans le bassin versant, avec des sédiments qui sont relativement grossiers et puis qui deviennent de plus en plus fins.
Et en hiver, donc c'est la couche qui est supérieure, là, vous avez une couche d'argile qui se dépose sous la glace. Il faut se rappeler que dans les sites qu'on étudie, la glace est présente à peu près 10 mois pendant 10 mois. Alors, allons voir ce qui se passe à Sawtooth Lake. La suivante, s'il te plaît, François. Donc, vous voyez la localisation du site. Vous avez une photo du lac, enfin, une photo aérienne du lac avec son bassin versant qui est souligné en noir. Vous avez à droite une photo de quoi ça ressemble le lac avec la couverture de glace, avec la neige qui a déjà plus ou moins fondu. Et en bas à droite, vous avez une carte bathymétrique assez simple qui montre qu'il y a dans ce bassin versant une seule rivière qui se jette dans le lac. Un premier bassin sédimentaire qui est assez profond, séparé par un haut, une partie moins profonde, et puis un bassin sédimentaire de nouveau plus profond, distal. Alors, sur la diapo suivante, on va voir comment ça se passe. Donc, ici, ce sont des profils à travers la colonne d'eau qui vous montrent la quantité de sédiments qui sont en suspension. La partie de droite, c'est au début de la fonte. Vous avez une partie des sédiments qui reste en surface à cause de la stratification thermique de l'eau, et l'autre partie qui s'enfonce à l'intérieur de la colonne d'eau. Donc ça, c'est au début de la fonte en haut, et en bas, c'est la fin de la saison, où vous voyez que les sédiments sont beaucoup plus dispersés dans la colonne d'eau, mais ce qui est important de voir, c'est que dans le site distal, donc celui qui se trouve à droite, il n'y a pas de courant qui va directement dans le bassin versant, et c'est ça qui nous permet d'avoir des carottes qui sont très belles. Alors, la suivante, François. Donc, quand on est sur le terrain, quand on arrive, il y a 3 mètres de glace, parfois c'est un petit peu moins, mais c'est parfois un challenge. Et la suivante encore. Ici, vous avez une carotte que l'on a reprise. C'est une petite carotte courte qu'on prend pour les sédiments de surface. Et on a d'autres équipements pour prendre des carottes un peu plus longues. Et lorsqu'on fait une image des sédiments au microscope électronique à balayage, vous revoyez le schéma que je vous avais montré 2 diapos dans les diapos précédentes, où vous avez une couche d'été, qui est relativement grossière, donc c'est la couche la plus claire, et puis vous avez la couche d'hiver qui est essentiellement représentée par des argiles. Et vous voyez donc des environnements de dépôt correspondant dans le paysage. La suivante, François. Alors, le principe de nos reconstructions se base sur le fait qu'au plus, on va avoir une couche d'été qui est épaisse. Ça veut dire qu'on a eu plus de neige et on a eu plus de fonte de neige, et donc on peut avoir ainsi une idée de reconstruction du couvert de neige au cours du temps lorsqu'on analyse toutes ces couches les unes après les autres. La suivante, François. Alors, comment est-ce qu'on fait ça pratiquement? Vous avez la carotte à votre gauche. De ces carottes-là, on fait des lames minces. Je ne vais pas m'appesantir sur la manière de le faire, mais si vous avez des questions, ça fera un plaisir de vous répondre. Et sur celle-là mince, on prend des photos au microscope électronique à balayage, telles que celle qui se trouve à gauche en niveau gris. Et puis, par un processus d'analyse d'image, on parvient à isoler tous les grains qui se trouvent dans le sédiment et en mesurer toute une série de choses. Et notamment, ce qui nous intéresse le plus, c'est la granulométrie, donc la taille de tous ces grains. La suivante. Alors, donc, si on reprend cette image-là, année après année, vas-y François, tu peux y aller. Donc, pour 2007, 2008 et 2005, on a chaque fois une photo et une zone d'intérêt que l'on va analyser. Et sur cette zone d'intérêt, on a la mesure de la granulométrie. Et il faut bien se dire que faire cette mesure de granulométrie avec des laminations qui sont parfois inférieures à 1 mm, c'est impossible à mesurer avec ces techniques classiques. Donc, on doit absolument passer par le processus d'analyse d'image. La suivante, François. Une autre technique qu'on a utilisée, c'est la géochimie élémentaire en continu avec un scanner de microfluorescence X. Ici, vous avez l'appareil qu'on a ici à l'INRS. La suivante.
Comment ça fonctionne exactement? Ben, vous avez un tube au rayon X assez puissant qui est canalisé, canalisé à travers une optique qui est plate, qui permet d'avoir un faisceau qui est très mince, de l'ordre de 100 microns. On peut avoir une image, une radiographie, et on a un détecteur XRF que vous voyez sur le schéma à gauche, qui est toujours constamment positionné juste au-dessus de la surface de sédiment. Et donc, on ne touche pas le sédiment, on ne le perturbe pas. Mais sur chaque point d'analyse, à tel point de tous les 100 microns dans notre cas, on a un spectre d'énergie de dispersion tel que celui que vous voyez à droite. Et donc, avec cette machine-là, on peut détecter tous les éléments, depuis l'aluminium jusqu'à l'uranium, en continu, avec une très, très haute résolution. La suivante, François. Donc, ça, c'est un exemple de profil qu'on peut avoir. Vous voyez très bien, c'est un autre site, ce n'est pas celui duquel on veut parler ici, mais ça vous montre qu'on a dans ce profil-là un millier d'analyses de spectre DS qui nous permettent de voir que la composition chimique suit vraiment très bien la structure du sédiment. Alors, qu'est-ce que ça donne à Sawtooth Lake? Voilà, vous avez à gauche la photo de la carotte avec superposé le profil en titane. Et vous voyez que pour la couche, il y a des petits carrés rouges. Là. Le carré rouge du haut et le carré rouge du bas sont un petit peu plus foncés. Et lorsqu'on fait une analyse granulométrique de ces couches-là, on voit que c'est constitué de silt moyen, alors qu'il y a des couches plus claires que celles du milieu. Quand on regarde le photomicroscope électronique, on voit que ce sont essentiellement des sables. Alors, ces couches de silt fin, comme on l'a montré dans le modèle précédent, sont vraiment associées au dépôt de fond de neige de printemps. Alors, si on regarde ça sur toute la longueur de notre enregistrement, on voit bien ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez presque 3000 ans. Donc, l'axe horizontal, c'est l'échelle de temps, de moins 1000 à actuellement. Et l'axe de gauche en rouge, c'est la granulométrie qui a été mesurée au microscope électronique par des images, par plus de 8200 images. Et à droite, vous avez le profil de titane qui a été mesuré par le XRF. Et puis, quand on fait la corrélation entre les deux, on voit que les deux variables sont très bien corrélées. Et puis, là, je vais passer la parole à François. Merci, Pierre. Donc, les données de titane ont été soumises à une analyse spectrale, donc les 2900 années du titane. Et puis, c'est pour identifier les spectres de fréquence, en fait. Donc, on peut voir qu'à Sawtooth, avec le titane, on a 83 et 42 ans qui sont significativement reconnus comme une périodicité. Et c'est potentiellement lié à l'oscillation multidécennale de l'Atlantique qui a une périodicité qui varie entre 40 et 80 ans. Donc, qu'est-ce que c'est l'oscillation multidécennale de l'Atlantique? Donc, je vais maintenant l'appeler AMO pour faire ça plus court. Donc, c'est une anomalie des eaux de surface de l'Atlantique entre l'équateur et environ 60-70 degrés nord. Donc, durant la phase positive ou la phase chaude, essentiellement, les températures sont plus élevées au nord de l'équateur et particulièrement dans la zone subpolaire, là, au sud du Groenland. Et durant l'AMO en phase négative, donc, les eaux sont essentiellement plus froides. Et puis, en regardant les données instrumentales de l'AMO, on peut voir qu'il semble y avoir une cyclicité de 40 à 80 ans. Mais c'est seulement basé sur 150 ans d'acquisition de données, ce qui correspond à peine 2 cycles de 80 ans. Donc, par conséquence, avoir des données dans le passé, donc avant la prise de données instrumentales, pourrait confirmer ou infirmer si cette cyclicité-là est persistante dans le temps. Et également, les données du passé de l'AMO peuvent nous fournir de précieuses informations sur les forçages climatiques qui influencent son développement et son évolution. Donc, on sait que l'AMO a une influence notable en phase positive. Ça va amplifier le réchauffement actuel. Donc, ici, c'est une corrélation spatiale qui montre les températures à 2 mètres corrélées avec l'AMO. On peut voir que pour tout l'hémisphère nord, c'est à peu près
vraiment un réchauffement qu'on voit, mais surtout au Groenland, dans le sud du Groenland, et aussi dans le haut Arctique canadien. Et là, on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe sur l'île d'Ellesmer? Quel est le mécanisme qui explique pourquoi on a un signal qui est associé à l'AMO? Donc ici, on a le nombre de jours avec la neige au sol après le 1er juin en rouge, qui a été mesuré à Eureka. C'est une station météo qui se situe à environ 60 km au nord-est de notre site Barbé. Donc, en noir, c'est le titane. Donc, on voit une corrélation positive entre les deux, ce qui signifie que le titane semble augmenter lorsque la neige persiste dans les bassins versants après le 1er juin. Et ici, en bas, c'est l'épaisseur de neige durant l'été en centimètres qui est comparée aux températures. Bon, pas trop de surprise. Lorsque les températures sont plus basses, on a une augmentation de la neige, de l'épaisseur de neige durant l'été. Et ça coïncide avec une augmentation du titane. Donc, le mécanisme, c'est que l'AMO, ici en bleu, donc l'échelle est inversée, donc l'AMO négative vers le haut, l'AMO positive vers le bas, comparé avec le nombre de jours avec la neige au sol après le 1er juin. On peut voir une forte corrélation négative, ce qui indique que l'AMO influence la quantité de neige sur Ellesmer. Donc, il y a plus de neige durant sa phase négative et il y a un prolongement de la fonte nivale, donc de la fonte nivale qui est successif, et ça l'explique l'augmentation en titane dans les barres de Sawtooth. Maintenant, en regardant les corrélations spatiales, donc ici c'est en A, le titane à Sawtooth, qui est le site sur l'île d'Ellesmer, qui est corrélé avec le champ de pression atmosphérique à 500 hectopascal. Donc, on peut y voir un régime de basse pression qui domine le haut Arctique canadien et qui s'étend au Groenland. En faisant le même exercice avec l'AMO instrumental, on peut voir que ces conditions-là sont essentiellement inversées. Donc, on a un système anticyclonique qui est très fort au-dessus du Groenland, et ça fait en sorte que durant l'été, il y a moins de précipitations neigeuses et il y a des températures plus chaudes au niveau également du Groenland et du haut Arctique canadien. Et si on fait le même exercice avec les températures d'eau de surface au niveau global, donc ici c'est le titane à notre site qui est comparé avec les températures de l'eau entre 1856 et 2011, l'année de la dernière perte qu'on a mesurée. Donc on peut voir que ces conditions-là sont essentiellement inversées avec l'AMO instrumental. Donc le titane semble vraiment pouvoir mapper les variabilités de l'océan Atlantique dans le temps. Et en effet, quand on regarde l'AMO en bleu avec le titane, donc ici le titane, l'échelle est inversée, on peut y voir une forte corrélation depuis les années 1856 jusqu'à aujourd'hui. Donc la concentration maximale de titane coïncide avec les températures les plus froides de l'Atlantique Nord entre 1900 et 1925, alors que les valeurs de titane sont les plus faibles, sont retrouvées lorsque les températures de l'eau de l'Atlantique étaient les plus chaudes, donc après 2005. Et cette relation-là nous a permis de reconstituer l'AMO sur les derniers 2900 ans. Donc ici, on peut voir des périodes connues dans la littérature, comme par exemple la période chaude romaine, les âges sombres, la populaire période médiévale entre 900 et 1250, le petit âge glaciaire, qui a été une des périodes les plus froides des 10 000 dernières années, et puis le réchauffement récent, juste ici. Donc, si on regarde avec une vue d'ensemble, on peut voir que la période la plus froide s'est échelonnée entre 1400 et 1600 dans l'ère commune, mais la période la plus chaude vient tout juste de sortir du spectre de la variabilité naturelle des 3000 dernières années durant la dernière décennie. Maintenant, ici, c'est une carte qui montre des étoiles, et toutes ces étoiles-là sont des sites qui sont significativement corrélés avec notre reconstitution de l'AMO. Et plus de 90% de ces sites ont une résolution temporelle subdécennale.
et bon, non subdécadal. Et notre amour reconstitué est confirmé par plusieurs carottes marines, comme vous pouvez voir ici. Et ça, ce n'est pas le cas avec les autres reconstitutions de l'amour. Donc, on pense vraiment avoir un signal de température de surface de l'océan. Maintenant, ici, on compare notre reconstitution en noir de l'amour avec la carotte de glace d'Aille 3 au Groenland, donc le delta O18, qui est sensible aux variations de la température. Donc, une corrélation significative a été trouvée entre l'amour et l'enregistrement d'Aille 3, qui se situe à environ 2000 km de notre site d'étude, là, ici. Et puis, cet enregistrement de carottes de glace est situé dans la partie du Groenland où l'influence des masses d'air maritimes de l'Atlantique Nord est très forte. Ça se reflète dans des taux d'accumulation de neige plus élevés que les carottes de glace au nord du Groenland. C'est donc un emplacement idéal pour retracer la variabilité des températures de surface de l'Atlantique Nord. Donc, cette forte corrélation suggère que le modèle climatique de l'extrême arctique canadien et du Groenland a été similaire au cours des 3000 dernières années. Maintenant, si on va vers l'est, au sud de l'Islande, on a encore notre reconstitution de l'amour en noir et les températures de surface au sud de l'Islande par Moffat Sanchez et al., publié dans Nature Geoscience. Et cette carotte-là, qui se nomme Rapid 175P, est caractérisée par une résolution temporelle extrêmement élevée. On parle en moyenne une résolution de 6 ans. Donc, ça a été utilisé pour reconstruire les conditions de température de la thermocline en utilisant des signaux appariés de magnésium-calcium et de delta O18 dans les coquilles du foraminifère, comment ça s'appelle? Globorotalia inflata. Et comme les 600 premiers mètres de la colonne d'eau de ce site principal sont dominés par le courant du nord Atlantique, cette zone est bien adaptée pour enregistrer la variabilité des températures de l'Atlantique Nord. Donc, en comparant notre enregistrement, on y voit une très forte covariabilité, là, surtout durant le petit âge glaciaire. Mais cette carotte-là, bien qu'elle ait une résolution d'échantillonnage très impressionnante, son âge le plus récent est de 1793, ici. Donc, de nouvelles carottes de cet endroit ont été collectées et prolongent désormais la chronologie jusqu'à nos jours. Donc, c'est Spooner et al. Qui ont publié dans Geophysical Research Letters. Et les nouvelles données montrent un changement drastique des eaux subpolaires vers des eaux subtropicales plus chaudes au large du sud de l'Islande au cours du 20e siècle. Donc, ici, on a le foraminifère Turborotalita kinkeloba, qui est une espèce qui préfère les eaux froides et productives. Donc, on voit qu'elle a décliné de façon drastique pour atteindre des valeurs très basses, sans précédent au cours des derniers 1000 ans environ. Et ça coïncide avec une augmentation des températures qu'on a enregistrées avec notre proxy. Et ça suggère une influence réduite du gir subpolaire au cours des dernières décennies par rapport au dernier millénaire. Maintenant, encore plus à l'est, au large de la Norvège, dans le plateau de Vøring, on a une reconstitution des températures basée sur des diatomées. Les derniers 1000 ans ont une résolution très fine de 7 ans, alors qu'avant 1000 ans, la partie la plus ancienne, on parle d'un échantillonnage de plus de 20 ans de résolution. Mais quand on regarde les derniers 1000 ans, on peut y voir vraiment une très, très forte covariabilité entre les deux jeux de données. Et donc, cette photo qu'on vient de voir là, du courant nord-atlantique montre que les températures ont vraiment affecté, durant les 1000 dernières années au moins, là, toutes ces régions-là. Et puis, si on regarde la reconstitution des températures de l'Europe basée sur les cernes d'arbres ici, donc on peut y voir ici en rouge les cernes d'arbres et notre reconstitution de l'amour en noir, une corrélation très significative.
Et on sait que l'Europe est étroitement influencée par l'amour durant la période instrumentale. Donc, globalement, le fait que notre enregistrement soit fortement corrélé avec plusieurs archives marines de très haute résolution temporelle, en plus de cette reconstitution régionale-ci, ben, ça suggère fortement que nous avons une reconstitution de l'amour qui est très fiable. Mais on note quand même qu'il y a des différences notables, par exemple, durant le petit âge glaciaire. Et on pense que c'est relié, par exemple, à l'oscillation nord-atlantique, qui, par exemple, par son mode négatif de l'oscillation nord-atlantique, la NAO, va faire en sorte que le Groenland va avoir des températures plus chaudes, alors que l'Europe va avoir des températures plus froides. Donc, cette variabilité-là peut jouer dans les différences qu'on voit entre les deux variables ici. Donc ici, maintenant, je vous montre les onglettes de l'AMO des 2900 dernières années. Donc les onglettes, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, ça permet de décomposer une série temporelle dans un espace fréquence-temps. Et ça permet également d'identifier les principaux modes de variabilité et comment ces modes-là ont évolué dans le passé. Donc, sur l'axe des X, on a l'intervalle de temps. Donc, 2000, c'est 2000 aujourd'hui. Et moins 500, c'est 500 avant l'ère commune. Donc, l'axe des Y, on a 4, 16, ça veut dire des cycles retrouvés à chaque 4 ans, 16 ans, 64 ans, et ainsi de suite. Et ce qu'on peut voir, c'est que le cycle de 40 à 80 ans a été persistant à partir des années 1600 jusqu'à environ aujourd'hui. Mais il ne semble pas avoir été super persistant dans le passé. L'amour est également un phénomène climatique avec une variabilité de haute fréquence. Comme on peut voir ici, là, on voit des bandes de fréquences assez significatives sur les derniers presque 3000 ans. On parle à peu près de 4 à 16 ans là, de variabilité. Mais on peut voir qu'entre 1400 et 1600, cette variabilité-là s'est dissipée. Et on pense que c'est finalement le pic du petit âge glaciaire qui a atténué ces signaux. Et si on regarde encore le contenu spectral des 2900 ans de l'AMO, ben on se rend compte qu'il y a un cycle très significatif à 11 ans. Et on sait qu'il y a un cycle assez populaire de 11 ans, le cycle solaire. Donc ici, c'est l'enregistrement des taches solaires, le nombre de taches solaires. Donc, plus qu'on a de taches solaires, plus qu'on a un soleil actif, et moins qu'on en a, moins qu'on voit de taches solaires, comme on peut voir les zones sombres sur le soleil ici. Donc, les scientifiques ont commencé à les compter vers la fin des années 1700. Et puis, on peut voir que le pattern des taches solaires montre clairement entre deux pics un intervalle de temps qui s'échelonne sur un cycle de 11 ans. Donc, on peut penser que notre site est influencé par le Soleil. Et pour investiguer les variations solaires depuis les derniers siècles, voire les derniers millénaires, il est possible d'utiliser certains isotopes comme le carbone 14 dans les sondes d'âme, le barium 10 dans les carottes de glace. Bon, il faut savoir que l'atmosphère est continuellement bombardée par un rayonnement cosmique qui est assez constant dans le temps. Donc, dans la haute atmosphère, l'interaction de ce rayonnement cosmique avec des isotopes d'azote 14 favorise la formation de carbone 14. Et donc, durant les périodes de forte activité solaire, le rayonnement cosmique est davantage balayé par le champ magnétique solaire, ce qui se traduit par une diminution de la production des isotopes du carbone 14. Au contraire, durant de faibles activités solaires, davantage de rayonnement cosmique peut interagir avec l'atmosphère terrestre et donc les isotopes du carbone 14 et du barium 10 vont augmenter dans les archives comme les cendres d'arbres et les carottes de glace. Il est donc possible d'utiliser la variabilité de ces isotopes comme indicateur relatif de l'activité solaire.
Et d'ailleurs, la plus récente reconstitution de l'activité solaire vient d'être publiée dans la revue Nature Geoscience. Et pour la première fois, les chercheurs ont pu fournir une série annuelle qui confirme un cycle de 11 ans qui a été persistant sur les derniers 1000 ans de l'activité solaire. Donc ici, je vous montre l'AMO qu'on a reconstitué. Ici, elle n'est pas smootée, c'est les données annuelles. Et en rouge, c'est les données de la nouvelle reconstitution de l'activité solaire qui est annuelle également. Donc, on a une corrélation forte, positive. Et on y voit quand même une remarquable comparabilité entre les deux séries de données. Entre autres, la période qui précède le petit âge glaciaire montre des températures plus chaudes de l'AMO qui coïncident avec une activité solaire plus forte. Donc, je ne veux pas donner de munitions aux irréductibles climato-sceptiques ici, ce n'est pas le but. Mais pour être clair, on sait que l'activité solaire a un effet négligeable sur la température au niveau global, mais le mécanisme ici est lié au forçage solaire et au blocage atmosphérique au niveau de l'Atlantique. C'est d'ailleurs le sujet d'un article qui vient d'être accepté dans la revue Science Advances. Donc, si vous voulez plus d'informations, ça devrait être en ligne d'ici peu. Pour conclure, grâce aux techniques avancées et aux instruments de fine pointe, comme ceux disponibles dans l'équipe de Pierre Francus, on est en mesure d'extraire des signaux climatiques de résolution annuelle. Donc, on a vu qu'une forte téléconnexion existe entre l'AMO et l'Arctique canadien et le Groenland. Et à cet égard, la grande qualité des verbes de South-Southwood sur l'île d'Esmer constitue une véritable mine d'or d'informations paléoclimatiques. Donc, les températures de l'Atlantique Nord ont été les plus élevées durant la dernière décennie, depuis près de 3 millénaires. Et nos données montrent que l'AMO, l'oscillation qu'on voit durant les données instrumentales de 40 à 80 ans, a été persistante au moins durant les 400 dernières années. Et finalement, l'activité solaire durant l'ère pré-industrielle semble avoir rythmé l'évolution de l'AMO. Alors, nous serons heureux de prendre vos questions. Merci François et Pierre pour la présentation très, très, très intéressante. Surtout la covariation entre le solaire, l'activité solaire, puis les cernes des arbres, puis tout ça, c'est magnifique. Puis vos équipements, ouais, on va vous contacter pour inclure vos équipements dans le labo de Pierre, dans le labo Nord, c'est certain, certain. Est-ce qu'on a des questions? Je vois... il y a beaucoup de monde, hein? Avec le changement climatique, est-ce qu'on pense que l'amplitude des cycles va diminuer ou comme fois tout ça? Est-ce que ça va être... Tu parles des cycles de l'Atlantique, par exemple? Oui, le cycle d'Atlantique ou l'amplitude des vagues. Est-ce que ça va diminuer ou est-ce que ça va être resté constant entre froid puis... Oui, ben, avec le réchauffement climatique, disons que l'effet de l'AMO va être amplificateur ou diminuer le réchauffement. C'est un sujet très, très, très débattu aujourd'hui au sein des scientifiques. Mais moi, pour ma part, j'ai l'impression que les gaz à effet de serre prennent le dessus pas mal. Puis ça va pas changer vraiment de façon significative le climat au niveau mondial. Dans le sens que je crois que l'AMO a eu une influence très significative dans le passé puisque elle a joué un rôle dans les fluctuations d'exportation de glace de mer dans l'Atlantique Nord, ce qui refroidit le climat. Mais là, vu que la glace de mer diminue, ben, il y a moins d'eau fraîche là, qui s'en va dans l'Atlantique Nord. Et donc,
Mais par contre, il y a des études qui démontrent que, par exemple, dans la zone de la mer de Beaufort, il reste beaucoup de fresh water qui pourrait potentiellement être exporté dans l'Atlantique Nord. Et ça pourrait avoir un effet de refroidissement. Je ne sais pas si Pierre, tu as d'autres hypothèses à propos de ça. C'est-à-dire que je pense que avec le jeu de données que l'on a fourni, on va pouvoir c'est surtout les processus vont être pouvoir mieux compris au niveau des grands modèles climatiques et des modèles océaniques. Et puis, pour l'instant, je dirais, on est encore occupé à essayer de raffiner au maximum ces reconstructions, mais qui vont servir de base à ces modélisations pour voir si on va atteindre un tipping point ou pas. Donc, est-ce qu'on va atteindre est-ce que le système va basculer dans un autre type de fonctionnement ou pas? Ça reste, à mon avis, c'est ça le plus grand risque, c'est qu'on change de mécanisme de fonctionnement de la MAUB. Par exemple, comme François le montrait, il y avait une période avant le petit âge glaciaire. En tout cas, la MAUB semble avoir fonctionné tel quel pendant les 400 dernières années, mais avant ça n'avait pas l'air d'être le cas. Et puis avant ça, il y avait une période un peu plus chaude pas un peu plus chaude que maintenant, mais en tout cas plus chaude qu'une période, je dirais, du 20e siècle qui aurait été pas affectée par des gaz à effet de serre. Merci. Martin Leduc a une question. Martin? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Martin Leduc, chercheur à Ouranos. En fait, c'est une question et un commentaire. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article tout récent qui est sorti dans la revue Science par Michael Mann, qui est une des personnes là, qui avait comme contribué à découvrir ce phénomène-là de l'AMO. Puis cet article-là démontre à l'aide des dernières générations de modèles climatiques que l'AMO, en fait, serait plus un artefact, un artifice des éruptions volcaniques qu'il y a eu dans le passé, qui se projetterait sur les bandes là, de 60 à 80 ans sur les spectres temporels de variabilité. Puis dans les séries plus récentes, les variations dans les gaz à effet de serre viendraient contaminer finalement ce qu'on croyait être un signal de variabilité naturelle. Donc, cet article-là, c'est quand même un gros revirement là, dans la science. Là. Ça change un peu notre interprétation finalement de l'AMO, qui serait plus justement une relique d'un signal forcé, soit par l'homme ou soit par les volcans dans le passé. Donc, je me demandais un peu, d'abord, si vous étiez au courant de ce papier-là récent qui est apparu. Puis le fait en fait, il faut faire attention avec l'interprétation qu'on fait de l'AMO comme étant un signal de variabilité naturelle. Puis je me demandais ce que ça changeait de votre côté. Là. Je peux répondre. Vas-y. C'est clair que les éruptions volcaniques influencent l'AMO, ça c'est certain. Et puis, on le voit aussi dans notre constitution. Par exemple, 1256, ça a été l'éruption la plus violente des 1000 dernières années. On a une baisse des températures. Oui, j'ai lu, j'ai pas lu l'article, mais je l'ai survolé. Et puis, je suis d'accord avec ce qui est trouvé, que l'activité solaire, c'est vraiment le pacemaker de la variabilité des températures de l'océan Atlantique. Sauf que durant les périodes où il y a moins d'activité volcanique ou de l'absence de l'activité volcanique, nous montrons que l'activité solaire peut probablement avoir un effet significatif, mais ça, c'est durant l'ère pré-industrielle, soyons... avec les gaz à effet de serre et puis les aérosols émis par l'homme et les activités volcaniques depuis une centaine d'années, je pense que l'AMO est vraiment influencé par cette external forcing, le forçage
des aérosols, que ce soit par les hommes, émis par l'humain ou l'activité volcanique. Mhm. Exactement. Dans le fond, c'est un peu là que je veux en venir. Tu sais. Que l'AMO serait un signal de température qui est forcé par un forçage externe qui soit naturel comme les oscillations solaires ou volcaniques, ou encore un forçage externe dû à l'activité humaine. Puis donc là, l'AMO, justement, c'est juste que l'AMO ne doit pas être interprété comme un signal de variabilité interne au système climatique, mais c'est un signal qui est généré par des forçages externes. Donc, quand on parle de variabilité naturelle, OK, ben c'est un forçage externe volcanique, ça va, mais il y a la subtilité qu'on a toujours interprété l'AMO comme étant variabilité interne au système climatique, ce qui semble plus être le cas maintenant. Là. Donc, mais j'imagine que votre travail pourrait apporter peut-être des nouvelles réponses autour de cette question-là, puisque cette analyse-là avait été faite justement avec des modèles climatiques. Donc, et vous, avec une base observationnelle, peut-être ça peut ajouter un peu de lumière là, sur ce sujet-là. Là. Oui, je suis totalement en accord avec toi. Puis, si tu veux, les données sont disponibles là, sur le site de la NOAA. Donc, c'est bon, merci. Yeah, merci. Merci Martin, merci François. Jean-Carlos, une question aussi? Oui, bonjour François, bonjour Pierre. Excellente présentation. J'ai une question pour vous. En fait, dans un article passé de François, vous avez montré un lien entre l'oscillation décennale du Pacifique et la dynamique sédimentaire d'un lac qui se trouve au nord de Resolute. Est-ce que l'oscillation décennale du Pacifique a aussi un impact sur les lacs sur l'île de mer ou c'est juste l'oscillation décennale du Nord-Atlantique? Tu veux que j'y aille? Vas-y. Je pense que le lac auquel tu fais référence, c'est un lac qui se trouve sur l'île de Melville, qui se trouve un petit peu au nord de Resolute, mais plus à l'ouest. Et donc, je pense que l'influence atlantique est beaucoup plus diminuée dans ce lac-là, mais ça montre aussi que le climat de l'Arctique canadien est influencé d'un côté par ce qui se passe dans le Pacifique et de l'autre côté par ce qui se passe dans l'Atlantique. De là à exclure complètement une influence du Pacifique, c'est difficile à dire en ce sens que s'il fait plus chaud à cause du Pacifique, qu'il y a moins de couverts de glace sur l'océan Arctique et donc plus d'évaporation dans l'océan Arctique et donc plus de précipitations potentielles un peu partout dans l'Arctique. Mais est-ce que probablement que ça affecte plus la partie ouest de l'Arctique canadien et beaucoup moins la partie est à cause des blocages atmosphériques des hautes pressions comme François l'a montré. Ouais, okay. Après, est-ce que vous avez des hypothèses en fait de quel mécanisme climatique contrôle la signal avant 1600 années? Parce qu'on voit une bonne corrélation après 1600, là. On voit que la cyclicité est bien présente, mais avant, c'est quoi vos hypothèses en fait pour... Bonne question. Bonne question. Je pense pas. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Toi, François, peut-être tu y as pensé, mais... Peut-être que les forçages climatiques sont un peu plus boring qu'après 1600, je ne sais pas. Mais en fait, ce qu'on voit dans le spectre de wavelet, d'ondelet, c'est des fréquences beaucoup plus hautes qui sont significatives. Donc, peut-être que l'oscillation multidécennale de l'Atlantique s'est atténuée durant le petit âge glaciaire et avant ça, mais quand même, on a des signaux de fréquence qui sont très au niveau décennal, qui sont persistants dans le passé. Donc, ouais. Mais je pense qu'il faut prendre en compte aussi des fluctuations de la glace de mer dans le temps
si on avait une bonne idée de comment l'extension elle était et son épaisseur, ben, on pourrait peut-être avoir une meilleure idée de l'influence de l'amont, puisque, par exemple, durant la période romaine chaude, on peut penser qu'il y avait moins de glace de mer dans certains endroits de l'Arctique, ce qui favoriserait une diminution de l'exportation de la glace de mer et du cycle potentiel de l'amont froid-chaud, froid-chaud. Donc, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, là. C'est ça que je dirais comme conclusion. C'est bon, merci.